Bon, j'en profite pour vous dire bonjour à tous. Je vais peut-être me présenter et présenter les intervenants à cette table ronde pendant que les derniers réglages techniques sont effectués en coulisses. Je m'appelle Emmanuel Netter, je suis professeur de droit privé à l'Université d'Avignon. Je dépose depuis quelques années mes travaux en accès ouvert et je pense que c'est ce qui a attiré l'attention des organisateurs. C'est pour cette raison sans doute qu'ils ont eu la gentillesse de me confier l'animation de cette table ronde. Et j'ai à mes côtés euh, tout d'abord Astrid Achoug, ingénieure de recherche au CNRS, dont je sais que je ne prononce pas le nom de manière norvégienne, mais vous avez eu la gentillesse d'accepter que je le prononce de cette façon simplifiée. J'en suis très reconnaissant. Clémence Bolla sera à distance et elle interviendra si la technique nous y autorise parmi les premiers pour nous donner son expérience personnelle de praticienne. Alors, elle est juriste à la direction des affaires juridiques de l'INSERM, mais elle ne s'exprimera pas au nom de l'INSERM, elle interviendra à titre personnel pour nous dire que l'open access lui manque dans sa pratique personnelle de juriste. Nous avons à nos côtés également Jean-Luc de Ochandiano, qui est responsable de Prairial, qui est une plateforme de revue en accès ouvert. Vous nous la présenterez tout à l'heure. Gilles Dumont, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Nantes, membre du groupe Open Doctrine, qui est l'organisateur du prix Open Thèse. Vous avez largement collaboré à l'organisation de l'Université numérique juridique francophone. Vous êtes à l'origine du site Univ Droit, en grande partie. On peut même dire que vous êtes le fondateur de ce site. Et vous avez également mené une initiative Droit to All, dont nous parlerons tout à l'heure, qui a permis de verser plusieurs milliers de notices de travaux juridiques de manière automatisée sur HAL. À vos côtés, Loïc Grard, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux, spécialiste de droit aérien, de droit des transports et de droit de la concurrence. Et tout au bout de la table, Véronique Champaille-Desplat, professeure de droit public à l'Université de Nanterre, vice-présidente déléguée à la recherche, responsable de la Revue des droits de l'homme, qui est une revue universitaire en open access, et également vice-présidente du Conseil national des universités, section droit public. Eloïc Grard, président, excusez-moi, j'ai oublié l'une de vos qualités. À présent que le panel en présentiel a été présenté, est-ce que la technique a pu prendre le relais? Pas encore, on me fait un geste un peu mitigé qui laisse entendre que ça peut se faire, mais que ça n'est pas encore prêt. Alors dans ce cas, permettez-moi d'ouvrir cette séance avec quelques propos qui sont tirés du plan Sciences ouvertes 2021-2024 qui a été rédigé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui s'ouvre sur des propos, si ce n'est lyriques, en tout cas enthousiasmants. Écoutez plutôt, la science ouverte et la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données de la recherche. Alors peut-être qu'en droit, les données de la recherche constituent un enjeu moindre, mais on pourra en parler. La science ouverte vise à construire un écosystème dans lequel la science est plus cumulative, plus fortement étayée par des données, plus transparente, plus rapide et d'accès plus universel. La science ouverte induit une démocratisation de l'accès au savoir, utile à la recherche, à la formation, à l'économie, à la société. La science ouverte a pour objectif de faire sortir la recherche financée sur fonds publics du cadre confiné des bases de données fermées. Il est encore affirmé, je crois que c'est important, que la science ouverte favorise les avancées scientifiques, particulièrement les avancées imprévues, ainsi que l'innovation, les progrès économiques et sociaux. Et pour terminer, la science ouverte, on l'oublie parfois, constitue un levier pour l'intégrité scientifique, en ce qu'elle permet de détecter des emprunts inappropriés, car contrairement à une idée reçue que nous allons nous atteler à démonter, le dépôt en accès ouvert n'est pas l'ennemi de la protection de la propriété intellectuelle, et au contraire, c'est une preuve de paternité qui peut être extrêmement puissante et tout à fait intéressante. Ce plan Sciences ouvertes 2, nous en reparlerons, nous verrons quelles sont les mesures qu'il prévoit, mais c'était simplement un petit propos introductif qui visait à dresser le cadre assez ambitieux de ce que le ministère souhaiterait que nous fassions. Mais de la coupe aux lèvres, il y a loin. Et nous allons voir que malheureusement, l'état des pratiques, dans la discipline juridique singulièrement, n'est pas tout à fait celui-ci. Pourquoi ?
pourquoi est-ce que les juristes sont en quelque sorte les mauvais élèves au sein des disciplines universitaires, qu'est-ce qui les effraie dans l'accès ouvert à leurs publications, comment les inciter à faire mieux, comment les sensibiliser, les éduquer à ces questions. Ce sont les thèmes que nous allons aborder ensemble. Alors, puisque je crois qu'on n'a pas encore vraiment accès ni à la petite vidéo introductive, ni à Clémence Bolla qui est avec nous à distance, je vous propose de donner d'abord la parole à Astrid Achehouk pour un petit rappel des règles qui sont en vigueur au niveau européen et français, normalement, ce qui devrait être les bonnes pratiques en matière d'open access, et ensuite nous les comparerons à la réalité. Alors, bonjour à tous. Donc, je ne vais pas rentrer dans des détails très très scabreux. Je vais surtout vous redonner des grandes lignes de compréhension de ce mouvement de l'open access qui aujourd'hui est devenu vraiment une politique non seulement au plan national, Emmanuel vient de le rappeler, mais également au plan européen. Commençons par le plan national. Au plan national, donc le ministère donne un plan national pour la science ouverte, mais je crois qu'il faut surtout et avant tout rappeler le rôle structurant qu'a eu l'impact il faut rappeler l'impact du vote de la loi Axel Lemaire, la loi dite pour une république numérique, dans son article 30, qui pose un cadre extrêmement clair, en fait, en matière de possibilité pour les auteurs de déposer le contenu de leurs articles. Alors, du moment qu'ils sont financés à plus de la moitié par l'État français, mais aussi par l'Union européenne, donc avec un embargo maximal de 6 mois pour les sciences et techniques en médecine et d'1 an en sciences humaines et sociales. Sciences humaines et sociales, desquelles le droit, voilà, les juristes sont donc dans la branche des sciences humaines et sociales. Ça, c'est pour le cadre français. Pour le cadre européen, je vais vous donner un élément de compréhension. Cet élément, c'est le plan S. Plan S qui est lié à la coalition S, elle-même soutenue par l'Union européenne. Coalition S. Le plan S est donc entré en vigueur en 2021 et donne là aussi un cadre extrêmement clair de la politique de dépôt, non seulement des articles, mais aussi des monographies que les auteurs peuvent déposer en ligne ou de leurs données. Voilà, je crois avoir donné quelques éléments. Est-ce que ça vous convient, Emmanuel, comme ça ? Moi, ça convient très bien. Et puis à la salle, si la salle veut plus de précision, elle pourra poser des questions. Je retiens cette expression que j'avoue ignoré jusqu'ici, de Coalition S. Voilà un groupe mystérieux qu'on croirait sorti d'un film de James Bond, la Coalition S. S pour Spectre, peut-être, d'ailleurs. S pour Science. S pour Science, évidemment, c'était implicite. Je vais à présent donner la parole à Gilles Dumont pour peut-être nous décevoir et tout à la fois nous donner de l'espoir, puisque l'initiative Droit to All était supposée donner un véritable élan à la pratique du dépôt d'articles en accès ouvert en matière juridique. On partait de ce constat. C'est parfois difficile pour des chercheurs en droit qui n'ont pas été sensibilisés, qui n'ont pas été formés, de créer ex nihilo la notice de leur publication. Et donc, vous avez trouvé un moyen extraordinaire que vous allez nous décrire de leur faciliter la tâche, extrêmement, puisque finalement la notice apparaît toute seule sans aucun travail de leur part. Ils reçoivent, et ça m'arrive régulièrement, je peux en témoigner, un email qui les avertit qu'une nouvelle notice est disponible, et finalement il n'y a plus qu'un glisser-déposer à faire pour ajouter à cette notice le texte intégral de l'article, moyennant éventuellement un embargo adéquat, que l'on peut décider dès le dépôt. On peut déposer le fichier tout de suite, comme ça c'est fait, on n'y pense plus, et dire qu'il n'y a qu'au bout d'1 an qu'il sera révélé au lecteur. Cette initiative semblait très prometteuse, mais vous avez considéré dans votre rapport qu'elle était en partie un échec. Alors je vous laisse entrer dans les détails de ce que vous avez cherché à faire, de ce qui s'est réellement passé et de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Merci, merci Emmanuel. Le projet Droit de Halle, il a été mené donc, dans le cadre de la fondation Youssef Polizia, qui est actuellement abritée par l'Académie des sciences morales et politiques et qui porte le portail unifdroit.fr, qui est
un portail de valorisation de l'activité des universitaires juristes et de leur structure, c'est-à-dire des facultés de droit. Et dans le premier objectif du projet droit de Halle, ça marche un peu mieux, c'était donc de faire connaître la production des juristes en dehors. Pardon, on me fait signe qu'on entend mieux quand c'est ce micro qui est utilisé, oui, je crois, oui. Donc je vais le faire passer. Voilà. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre le mime. C'est de faire connaître donc le travail des juristes et la production scientifique des juristes en dehors de l'accès qui est partagé naturellement par les universitaires et par les professionnels aux bases de données, on en parlait juste en introduction, qui sont des bases de données fermées dans la plupart des cas. Bien. Et ce premier volet, il a été réalisé, c'est plutôt un succès, c'est-à-dire qu'on a déposé à l'été 2019, en 2 jours, 60 000 notices de Dalloz correspondant aux articles publiés par les juristes universitaires entre 1990 et 1998 pardon, 2008. Et puis, progressivement, donc, on a ajouté les articles manquants dans les mois qui ont suivi. Et désormais, dès qu'un article paraît, là, cet après-midi, vous allez avoir déposé les articles de la semaine prochaine qui paraîtront à la JDA, par exemple, je suis administrativiste, et dans les différentes revues au recueil Dalloz, naturellement, pour les hebdomadaires. Et puis, donc, dès avant la parution papier, donc, les métadonnées nous sont transmises par les éditions Dalloz, et un script sur lequel je serais bien incapable de vous renseigner permet le dépôt donc dans HAL via les API qui sont ouvertes, enfin tout est ouvert dans HAL à ce sujet, et permet le dépôt donc des notices en temps réel en réalité. J'ajoute que dès qu'un nouvel universitaire entre dans l'annuaire des facultés de droit et des universitaires, l'ensemble de ces publications qu'il a pu produire chez Dalloz auparavant est également ajouté dans HAL. Tout au moins le référencement. Donc ce premier volet, il a fonctionné plutôt bien. Et il se traduit d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai accès à l'ensemble, enfin j'ai accès, oui j'ai accès, à l'ensemble des messages qui sont adressés aux comptes déposants. Et il y a d'assez nombreux, de très nombreux même, messages demandant la communication d'un article de la part des 4 coins de la planète. Donc c'est une partie d'étudiants français, par exemple, mais l'immense majorité des demandes vient de collègues étrangers qui n'ont pas accès aux bases de données françaises, qui voient qu'un article a été publié et qui demandent communication de l'article. Ce à quoi, naturellement, je ne peux pas répondre, ce n'est pas à moi de le faire. Et si tout fonctionne bien, normalement, les collègues concernés reçoivent le même mail. Je ne sais pas si c'est forcément le cas, je devrais d'ailleurs vérifier auprès de HAL. Donc ce premier volet fonctionne plutôt bien pour assurer la diffusion de l'existence, non pas de la pensée juridique française, mais de l'existence de la pensée juridique française, qui est un peu différent. Avec un éditeur test, entre guillemets, Dalloz, qui a, je dois le souligner, très bien joué le jeu vraiment dès le départ. On a très bien travaillé ensemble sur le sujet. Bon, il se trouve aussi c'est un éditeur chez lequel il m'arrive de publier, mais voilà, les choses se sont faites vraiment de façon très fluide, avec des données qui n'étaient pas forcément d'excellente qualité au départ, qui se sont améliorées. Donc il y a vraiment un travail d'amélioration et de la chaîne, disons, de dépôt des métadonnées éditoriales qui globalement fonctionnent plutôt bien. Il reste encore quelques scories, mais globalement les choses fonctionnent. En revanche, effectivement, pour le dépôt du texte, puisque l'idée était que les textes soient eux-mêmes déposés, c'est-à-dire de faciliter le travail de dépôt pour les universitaires eux-mêmes, et sur les 60 000 notices à peu près qui ont été déposées, je crois qu'il y a 75 textes qui ont été déposés. Voilà. Donc cela donne une idée, disons, de la marge de progression, c'est bien. Donc effectivement, de ce point de vue, c'est clairement un échec. Et je tiens malgré tout quand même à relativiser en partie l'échec en question. HAL n'est pas fait pour le dépôt des notices. Il est fait pour le dépôt du texte. Et nous sommes enregistrés ou diffusés, je ne sais plus, mais donc le travail qui a été mené, il a été mené de façon tout à fait officielle, et je tenais qu'il soit mené de façon tout à fait officielle, dans le cadre d'un projet financé par le GIS Colexpercé. Et j'y tenais parce que je savais que j'allais travailler, non pas contre HAL, mais sans en référer à HAL, tout simplement, parce que les API sont ouvertes, parce que le processus est ouvert, et parce que je savais très bien, pour en avoir discuté avec eux, qu'ils ne voulaient pas de dépôt des notices. Bien. Des notices sèches, ou tout au moins qu'il y avait un débat au sein du conseil scientifique de HAL, entre l'option initiale, qui était exclusivement celle d'un entrepôt de texte,
Et l'option ultérieure, qui est celle maintenant de l'usage presque normal de HAL, qui est le référencement. Le référencement, y compris le référencement des notices. Et donc, j'étais en quelque sorte, je le savais, on l'assumait, j'en avais discuté avec certains, y compris donc, de l'administration de HAL, que j'étais passager clandestin. Et ce qui fait qu'on a très peu communiqué, évidemment, tant que l'ensemble des notices n'était pas déposé, parce que je voulais surtout pas que le dispositif soit bloqué du côté de HAL, et que ensuite, malheureusement, il a fallu d'abord tout un temps de fiabilisation. Je passe sur les détails, mais en gros, la fiabilisation de l'ensemble des dépôts s'est effectuée à la fin de l'année 2019. Et donc, on avait prévu un certain nombre d'opérations de communication à destination des collègues à partir du mois de mars 2020. Et voilà, la temporalité épidémique a fait que les choses ont un petit peu été bouleversées. Et donc, je ne désespère pas. Globalement, les collègues savent que des notices ont été déposées, mais personne ne leur a jamais expliqué, sauf dans les universités et dans les facultés ou dans les laboratoires qui sont particulièrement attentifs à cela. Je pense à Paris Nanterre, plus exactement au CTAD, où à peu près tout le monde dépose, mais je crois que c'est presque le seul laboratoire de France qui est dans ce cas-là. Donc c'est malheureusement pas tout à fait représentatif. Il y a deux ou trois laboratoires plutôt, qui sont assez incitatifs sur ce, avec Marseille aussi un peu, certains. Et en dehors de cela, donc il y a extrêmement peu de connaissances tout simplement de ce qu'est HAL. Et d'un certain point de vue, les collègues, alors je suis absolument certain que c'est le cas, par exemple pour des collègues de Paris 2 qui ne connaissaient pas HAL, y compris des jeunes collègues qui ne connaissaient pas l'existence de cette chose-là, et qui m'ont contacté en disant je reçois plein de mails, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer? Bon, voilà. Il y a tout un travail d'information préalable. Alors, je ne parle même pas du plan S ou de Sciences Ouvertes, personne. Si, ceux qui s'intéressent à la chose connaissent, mais en dehors de cela, personne ne connaît véritablement. Et après, il y a deux autres obstacles. D'abord, il faut convaincre les collègues de l'intérêt qu'il y a à déposer les textes, parce qu'au fond, l'essentiel, c'est d'être lu par les collègues, mais les collègues, ils ont accès aux bases de données. Enfin, c'est pas la question, les collègues français en tout cas, et les professionnels également. Donc, on ne voit pas forcément immédiatement l'intérêt de la science ouverte, tout simplement. Et puis, il y a un deuxième obstacle dont il faut quand même parler, je crois, qui est celui du rapport que nous avons avec nos éditeurs. Et nous ne voulons pas nous fâcher avec nos éditeurs. Je ne crois pas m'être fâché avec Dalloz en travaillant avec eux. Et donc, il n'y a pas de difficulté, je veux dire, à travailler sur ces questions-là. Par contre, il y a une vraie pédagogie à faire, je pense, auprès des collègues, peut-être aussi un peu auprès des éditeurs, ou en tout cas à faire ensemble entre universitaires et éditeurs pour dégonfler les éventuelles crispations qui pourraient naître sur la crainte, par exemple, que les quelques droits d'auteur que nous percevons lorsque nos articles sont publiés chez les éditeurs commerciaux disparaissent si nous mettons l'article en ligne, ou bien la crainte que le directeur de collection, parce que c'est souvent de ce côté-là que les choses viennent, que le directeur de collection a lui-même, que l'éditeur soit éventuellement fâché, que certains de ses auteurs publient en ligne, puisque c'est en fait par là que le blocage vient. Voilà. Donc nous avons besoin de communiquer au sens large du terme, communiquer d'abord sur l'existence même de l'objet. Nous partons de très très loin, enfin, vraiment sur le sujet, et communiquer ensuite entre universitaires et éditeurs pour démystifier les choses. Donc oui, c'est un échec, incontestablement pour l'instant, mais je ne suis pas encore totalement désespéré. Merci beaucoup. Bon, c'est un échec transitoire, donc ça n'est pas vraiment un échec. Je dirais qu'on jugera finalement dans quelques années. À titre personnel, je suis très admiratif de ce que vous avez fait, je veux le dire. Et j'ai utilisé ce terme d'échec parce que dans votre rapport, vous avez une démarche critique avec votre propre initiative. Mais son mérite est extrême. Et j'étais frappé d'entendre la manière dont vous l'avez fait, en quelque sorte, dans le dos du conseil scientifique de HAL, comme une sorte d'extraordinaire braquage à l'envers. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils se réveillent un matin, il y a 60 000 notices dans leur salon. Et qui ont été déposées entre le 31 juillet et le 1er août. Voilà, en quelques heures. C'est ça qui est extraordinaire. L'automatisation a donné une puissance extrême au procédé. Alors, dans la dernière partie de votre propos, Gilles, vous avez expliqué déjà quelles sont les incitations négatives, je dirais, qui s'exercent sur les chercheurs en droit, potentiellement fantasmées d'ailleurs. Elles n'ont pas forcément à être en prise avec la réalité de la relation auteur-éditeur, mais la relation auteur-éditeur telle qu'elle est fantasmée par le chercheur en droit semble interdire le dépôt en accès ouvert, car il constituerait une forme de trahison, en quelque sorte.
Et ça n'est pas quelque chose que l'on retrouve nécessairement à l'identique dans d'autres disciplines, et c'est quelque chose qui a l'air de nous être propre. Alors à présent, évoquons avec un peu d'espoir les incitations positives, mais y compris dans une certaine mesure les formes de coercition que certains essaient d'exercer pour convaincre les chercheurs en droit de déposer. Il y a plusieurs exemples que l'on peut prendre, mais je vais citer ici l'Université de Nantes, qui vous est chère. Le conseil d'administration de l'Université de Nantes avait adopté, il y a quelque temps, l'obligation de dépôt de toutes les publications scientifiques de l'établissement dans l'archive ouverte Halles Univ Nantes. Et la présidente soulignait, Madame Bernot, dans la période complexe que nous traversons, nous mesurons tous l'importance de rendre les connaissances accessibles au plus grand nombre. L'accélération de la création de connaissances nouvelles, la diffusion de fausses informations, la remise en cause de la parole scientifique, les enjeux interdisciplinaires attachés au développement durable, etc. etc. C'est important ce qu'elle dit, je crois, la présidente de l'Université de Nantes. Dans cette période de pandémie informationnelle aussi que nous avons connue, il y avait clairement une asymétrie entre l'information de mauvaise qualité, qui est gratuite et qui se répand très facilement, et puis l'information plus sérieuse, au sommet de laquelle on espère trouver l'information scientifique, qui circule mal, qui se trouve derrière des murs de paiement, qui se trouve derrière des barrières. Et le paradoxe, c'est que le grand public accède très facilement à de l'information mauvaise, toxique, socialement, intellectuellement, et qu'il n'accède pas à l'information pertinente qui est produite pourtant par sa fonction publique, par ses institutions publiques. Donc on comprend pourquoi l'Université de Nantes a agi ainsi. Est-ce qu'en agissant ainsi, elle produit des résultats, y compris chez ses juristes? Est-ce que ces incitations sont bonnes? Y en a-t-il d'autres que l'on peut imaginer? Sur ce sujet des incitations, j'ai deux membres du panel qui souhaitaient prendre la parole. Alors je propose, si vous en êtes d'accord, Astrid Acheaug, de vous donner la parole en second, puisque vous avez parlé tout à l'heure, et de commencer par Véronique Champaille-Desplats sur cette question, avec le micro qui se trouve au bout de la table, ou avec celui-ci que je peux faire circuler selon votre souhait. Il fonctionne tout seul. Je vais répondre sur quelques incitations. J'ai l'impression qu'il y a un faux contact dans le vôtre. Je vais vous donner le mien, ce sera sans doute plus simple. Merci. Ah oui, c'est peut-être parce que les deux sont allumés, enfin je sais pas. Donc peut-être avant de parler de quelques mesures aussi incitatives qui ont été faites à Nanterre, je vais peut-être, pour que ce soit vivant, répondre à ce qu'a pu dire mon collègue Gilles Dumont. J'étais frappée en vous écoutant sur l'idée, est-ce qu'il y aurait une spécificité des juristes ou pas, parce qu'en fait, je travaille aussi dans un groupe sur les sciences ouvertes, qui s'appelle le groupe de mise en application d'AURA, enfin sur la chaire de San Francisco, qui est en train d'essayer de préparer des propositions qui essaie de préparer des propositions au niveau européen, notamment dans le cadre de la présidence française qui va venir. En fait, ce que j'entends, je l'entends aussi pour beaucoup d'autres disciplines. Donc, il ne faut pas faire, je crois, une focalisation sur les juristes. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui se posent de façon plus spécifique et qu'on connaît mieux. Mais voilà, les éditeurs juristes ne sont pas les seuls à se manifester en étant des obstacles négatifs, mais quand même dans le positif. Je voulais parler de l'expérience de Dalloz, que je ne connaissais pas en tant que telle de façon si conventionnée, parce qu'au départ, Dalloz était plutôt contre, en fait. Donc là, on peut dire, tiens, il y a sous forme de convention, de dialogue avec les éditeurs, voilà, des choses sont possibles. Donc je pense qu'il faut prendre l'expérience Dalloz comme étant un point positif. Et donc, alors, pourquoi? Parce que donc, justement à Nanterre, puisque vous avez évoqué le CTAD, pourquoi il y a beaucoup de chercheurs du CTAD, voire presque tous qui déposent en Halle? Parce que précisément, on a été pris dans une forme de double cercle vertueux entre le fait que le CTAD est une UMR et que le CNRS a développé une politique de sensibilisation au dépôt d'en Halle. Et aussi parce que l'Université de Nanterre en tant que telle, depuis longtemps, et là je peux dire que j'en parle tranquillement parce qu'il y a eu des changements de présidence et c'est vraiment une mesure sur laquelle on a, dans la continuité politique, eh bien on a une politique très incitative. Alors comment on fait dans ce qui est positif? Alors nous, il y a pas, on n'a pas procédé par obligation ou par menace
Mais bon, il y a eu des discussions très ouvertes. Alors, le fait qu'il y ait des discussions, déjà, ça veut dire que tous les enseignants-chercheurs d'université dans les disciplines différentes, au moins leurs directeurs de labo, sont informés. Ils savent que ça existe, parce qu'effectivement, le fait que HAL existe n'est pas quelque chose de donné. Donc, il y a une discussion sur le fait de savoir si le fait de déposer dans HAL pouvait être un critère dans les nombreux paramètres de financement des labos. Donc, à partir de là, tout le monde a été à peu près sensibilisé. Alors, finalement, évidemment, il y a eu des résistances, mais on n'a pas dit qu'il y avait une obligation, mais voilà, les choses se sont régulées d'elles-mêmes parce qu'on s'est dit que si jamais il y avait une incitation financière, en fait, au bout d'un moment, tout le monde l'aurait et l'incitation ne servirait à rien. Donc, il y a eu un cercle vertueux qui s'est créé par cette discussion. Alors, comment, en outre, il a été concrétisé? Alors, nous, notre procédure par rapport à ton expérience, c'est le halathon. On a appelé ça le halathon. Donc, en fait, pendant une semaine, et on a martelé, c'est dans la durée aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je peux vous dire que pour arriver au niveau où on en est aujourd'hui dans l'Université de Nanterre, il y a 6-7 ans de diffusion tous les ans, et le halathon, et le halathon, et le halathon. Alors, le halathon, c'est que pendant une semaine, on a des services du SCD qui sont spécialement dédiés au fait d'intégrer les références, à la fois les références, mais aussi les articles. Et c'est eux-mêmes qui regardent les embargos. Donc les embargos n'existent pas seulement en droit. Et donc eux-mêmes, voilà, nous, tous les ans, on dit on a publié ça, on leur envoie la liste, et on envoie les textes, et ils s'occupent pour nous de le faire. Donc évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la citation, il faut un service, il faut une volonté politique de dégager les moyens pour le faire. Et pour finir, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, on a aussi en guise d'information et de comportement et d'incitation, on est en train de rédiger une charte sciences ouvertes, et qui comprend un volet open edition, qui permet aussi, qui sera signé par tous les laboratoires et tous les primo-entrants. Et peut-être une dernière chose, parce que on a parlé d'édition, on a parlé de données, vous avez dit peut-être que les données, ça intéresse moins les juristes. En fait, si, parce que il peut y avoir des recherches quantitatives qui sont faites par des labos, que ce soit en droit privé, en droit public, dès qu'il y a des statistiques qui sont produites, c'est de la donnée. Donc ça peut intéresser nos collègues juristes. Donc je pense que voilà, ça c'est aussi une façon. Donc oui, les juristes produisent de la donnée. Alors, je crois qu'on a beaucoup parlé d'accompagnement là autour de HAL. Moi, je vais rajouter une dimension supplémentaire parce que je suis éditrice de formation et de métier dans le service public, et j'ai envie de dire qu'il faut aussi un soutien envers l'édition publique qui produit nativement elle-même des revues et des monographies nativement ouvertes. Il n'y a pas que le modèle dans l'édition scientifique. Vous publiez chez un éditeur et puis après vous négociez un embargo, etc. Il y a aussi de l'édition qui est en général soutenue par le service public où on publie nativement open. Donc ça, c'est pour l'aspect accompagnement. Maintenant, je vais vous parler de choses peut-être un peu moins rigolotes. C'est-à-dire que je vais vous donner quelques éléments de compréhension de la façon dont en fait le CNRS a incité ses chercheurs à déposer dans HAL. C'est qu'il a très clairement et très concrètement, Antoine Petit le dit lui-même, lié l'évaluation de la recherche au dépôt dans HAL. Conséquence immédiate de cette corrélation, eh bien, au CNRS, 67% des publications de chercheurs CNRS sont déposées, tandis que les publications de chercheurs universités sont en revanche sur un taux à 53%. Donc, cause-conséquence, œuf ou la poule, je vous laisse décider. En tout cas, voilà un élément de compréhension tel qu'il a été fait au CNRS pour tous les chercheurs de toutes les disciplines. Merci beaucoup, et merci aussi à Madame Champaille-Desplats d'avoir pris un peu le contre-pied de ce que je disais, même si c'était sous une forme plus interrogative, à savoir est-ce qu'il y a une spécificité, en l'occurrence négative, de la discipline juridique. Vous nuancez ce tableau, vous dites que finalement les réticences, on les trouve dans d'autres disciplines. Vous avez également nuancé le constat selon lequel les données seraient
peut-être moins importante pour les juristes. Alors je dois dire que je partage intimement votre conviction que les données peuvent être importantes, et en tout cas je suis certain qu'elles vont le devenir davantage, notamment avec l'ouverture de plus en plus grande des fonds jurisprudentiels qui va amener à penser aussi la réalité du droit différemment, au lieu de se contenter des arrêts publiés de la Cour de cassation pour ce qui est du droit privé. On va se retrouver maintenant face à un univers de décisions gigantesques, et il faudra sélectionner dans cette matière. Il faudra donc finalement définir des terrains, comme le faisaient les autres disciplines, ce qui est une démarche qui ne nous était pas familière, mais qui va le devenir. Par conséquent, il va aussi falloir justifier de nos données, il va falloir les préserver dans le temps, il va falloir les documenter, et donc oui, cet aspect nous intéressera également. Alors dans le déroulé tel qu'il nous avait été proposé par les organisateurs, après avoir parlé des incitations, on pouvait parler des accompagnements techniques et pédagogiques. Donc si là-dessus, Madame Champaille-Desplat, vous estimez avoir quelque chose de distinct à dire de ce que vous avez dit précédemment, ça peut être l'occasion de vous redonner la parole, mais je ne sais pas si vous considérez avoir traité les deux volets en un, mais ici, on nous demandait finalement si par la formation, par l'accompagnement personnalisé, on arrivait à convaincre le chercheur. Vous avez déjà un petit peu parlé du marathon HAL qui répond en partie à la problématique. Mais peut-être qu'il y a même d'autres personnes, je pense à Gilles Dumont, qui peuvent s'exprimer aussi sur cette question de comment aller chercher l'open access avec les dents, pour paraphraser un ancien président de la République. Vous voyez, comment est-ce qu'on fait chercheur par chercheur pour aller expliquer quel est l'intérêt que ça peut avoir et pour convaincre. C'est comme ça qu'on m'a eu personnellement. C'est Lionel Morel qui est connu en la matière pour être un bel apôtre de l'accès ouvert, qui, en participant à un de mes colloques, m'a dit il faut qu'au moins ma contribution soit en accès ouvert. Je lui ai dit de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est l'accès ouvert? J'en avais aucune idée. Il m'a évangélisé en quelque sorte. Il m'a convaincu assez vite et assez facilement, mais s'il ne l'avait pas fait, je crois qu'aujourd'hui encore, je ne m'en préoccuperai pas. Il faut peut-être à un moment croiser cette parole, cette possibilité, il faut y réfléchir. Donc là-dessus, ou peut-être Monsieur Gras, vous avez peut-être des éléments à nous proposer. Non, c'est un aspect sur lequel, dans le fond, j'avais prévu de ne pas m'exprimer. Mais en vous écoutant, j'ai peut-être quelque chose à ajouter. Peut-être, vous allez me dire. La première chose, vous avez dit, bon, les juristes sont en retard, ils sont un peu à la traîne. Je vous le confirme. Dans mon laboratoire, 25 enseignants-chercheurs, et pas des moindres. Je fais un conseil de laboratoire il y a un mois, et j'invite les responsables à l'Université de Bordeaux, tout ça, ça s'appelle OSCAR, et avec un déversement immédiat dans HAL. Alors on a parlé HAL, OSCAR, Orcide, et là mes 25 collègues m'ont regardé comme un extraterrestre. Ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Donc il y a un problème de communication, il y a un problème d'information manifeste, et j'étais très heureux d'avoir fait ce conseil, et de dire on fait un conseil là-dessus, maintenant on s'y met. Et ils m'ont remercié, ils étaient contents dans le fond. Donc ça c'est une lueur d'espoir, je le crois sincèrement. Et puis, tout arrive pour qui sait attendre dans le fond. Je me souviens, quelques années de carrière derrière moi maintenant, quelques décennies même, j'ai commencé moi avec le papier. J'ai encore partie de la génération qui a commencé exclusivement avec le papier. Je n'ai travaillé ma thèse que sur papier. Et puis, peu de temps après, sont arrivés les CD. Parce qu'il n'y avait pas d'interrogation en ligne. Mais quand je montrais un CD à un collègue, ben, c'était les dieux sont tombés sur la tête ou le sauvage découvre la bouteille, quoi. Et il me dit, mais c'est quoi? Et il a fallu un petit peu de temps. Et aujourd'hui, on voit très bien que les banques de données, c'est manié. Donc je crois qu'il faut être optimiste. Tout arrive pour qui sait attendre. Je tiens à le dire, sincèrement. Il faut être positif. Après, je crois que cette évolution, elle passe par les jeunes, la recherche de demain. Nos doctorants, ceux qui vont soutenir leur thèse, là, dans quelques mois, quelques années. Dans ces formations d'accompagnement des écoles doctorales, où les directeurs d'écoles doctorales se battent les flancs pour trouver les senteurs d'enseignement, ben là, il y a une thématique intéressante. Former les doctorants à la science ouverte, et que ça soit dans leur bagage, que ça soit un crédit d'enseignement doctoral. Et il faut commencer par là, ça me paraît assez évident. C'est l'université de Lille qui fait ça, c'est pour les doctorants, voilà, dont on l'a diffusé aussi chez nous, et il y a des formations effectivement qui coûtent pour les ECTS.
commence à y avoir des formations effectivement dans les écoles doctorales, à l'identité numérique, à la science ouverte, enfin donc aux aspects. Mais comment dire, je ne suis pas sûr que le niveau école doctorale soit toujours le plus pertinent. On a toujours une certaine défiance à l'égard de ces structures, à tort ou à raison. Et peut-être faut-il aussi, je pense que les laboratoires, enfin ça fait vraiment partie maintenant des missions des laboratoires, que d'être incitatifs en ce sens. Je ne suis pas certain que nous, à côté du président et de la vice-présidente du CNU, je ne suis pas certain que l'on puisse transposer aux universitaires, en tout cas singulièrement aux juristes, le dispositif contraignant qui a été adopté à l'égard des chercheurs et directeurs de recherche du CNRS, qui fonctionne, et qui fonctionne dans un système où on a une évaluation annuelle intégrale, enfin, qui est quand même assez différent des professions libérales universitaires que nous sommes fondamentalement. Enfin, voilà. Je prends le terme, pas forcément dans un sens totalement péjoratif, mais qui est malgré tout, et je pense en disant cela à la décision qui a été prise par l'Université de Nantes. Je connais très bien, évidemment, ma présidente Karine Bernot, qui est professeure de droit privé, qui était mon vice-doyen lorsque j'étais doyen. Donc, on se connaît et apprécie beaucoup, naturellement, mais la décision qui a été prise est une décision politique, d'affichage, en quelque sorte, principalement. Je ne suis pas sûr que les collègues juristes soient les premiers, quand bien même nous apprécions tous notre présidente, à déposer immédiatement l'ensemble de leurs travaux dans Halle. Voilà. Je n'ai pas constaté, en tout cas, d'effet immédiat de cette décision contraignante. Et je crois plus, par exemple, je pense à ce qui se fait dans une toute petite université qui est celle de Toulon, où il y a des responsables de la bibliothèque universitaire qui ne vivent que par Halle, en quelque sorte, et qui vont voir chaque semaine, qui fixent un rendez-vous avec les universitaires et qui leur apprennent à se créer un identifiant Halle tout d'abord, à adapter le CV Halle, parce qu'il faut bien dire aussi les choses tout de même. L'interface de Halle, même si elle s'est améliorée, reste une interface conçue par des informaticiens pour des informaticiens. Donc c'est pas un reproche obligatoirement, mais disons qu'il y a plus sympathique et plus attrayant comme interface que celle-ci. Et donc il y a tout un travail d'accompagnement, y compris ergonomique, qui devrait être fait de ce côté-là pour que des collègues, finalement c'est d'ailleurs pas plus mal que les juristes arrivent très tard, parce qu'il y a 5 ou 6 ans encore, c'était bien pire. Donc ça s'est amélioré, mais mettre un outil comme celui-là dans les mains des juristes il y a quelques années, c'était pas possible. Aujourd'hui, ça devient un peu possible. Il y a encore des marges d'amélioration, disons, en la matière. Et c'est pour ça que la démarche de Nanterre, consistant à dire vous me passez votre texte et puis je vais le mettre en ligne à votre place, c'est sans doute mieux, c'est sans doute plus sûr aussi. Quand on voit pour avoir beaucoup navigué dans tout ce qui est déposé par les juristes dans Halle, il y a beaucoup de fois où on se dit qu'il vaut mieux qu'on ne dépose pas, quand le référencement est catastrophique. Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à ça parce que, en fait, par rapport au dépôt dans Halle, un problème aussi par rapport aux publications juridiques, c'est que maintenant les 3/4, on pourrait dire maintenant les 9/10 des publications des revues proposent des DOI aux articles, donc c'est un identifiant unique et en fait donc, qui est associé à des métadonnées. Et quand un auteur a publié un article, il a juste à prendre le DOI de son article et à le déposer dans Halle, et ça charge automatiquement la totalité des métadonnées. Il n'a pas besoin de saisir et de se tromper, etc. Et là, il y a aussi un problème à ce niveau-là, c'est qu'aucune revue, aucun éditeur juridique français ne propose de DOI à ces articles. Donc là, c'est un frein supplémentaire pour le dépôt dans Halle. Et là, je pense que c'est quand même un petit discours en direction des éditeurs. C'est quand même... je veux dire, maintenant, c'est devenu une norme internationale, le DOI, et ça serait bien que les éditeurs français s'y mettent. Merci pour corroborer ce qui vient d'être dit par Gilles Dumont sur le fait que l'ergonomie de Halle est perfectible. J'ai été surpris de voir que ça fait tout simplement partie des mesures qui sont préconisées par le plan Sciences ouvertes numéro 2. Le rôle central de l'archive ouverte Halle sera confirmé. L'archive nationale sera améliorée du point de vue ergonomique et fonctionnel. Qu'en termes galants, ces choses sont dites, mais on a bien compris qu'il y avait potentiellement des freins de ce côté-là. Alors, on va ouvrir un horizon un peu différent. Tout à l'heure, Astrid Hacheux, vous nous avez dit qu'il y a des revues scientifiques qui permettent l'open access natif et immédiat. Là, on va
Imaginez des revues d'un genre un peu différent, qui sont des revues libres universitaires. Il y en a déjà en droit, mais il n'y en a pas tant que ça. Et il y a certainement un espace immense de développement possible pour ces revues, parce que finalement, à l'heure du numérique, qu'est-ce qu'une revue si ce n'est un bon comité scientifique, et puis ensuite simplement une mise à disposition dématérialisée qui ne nécessite pas de grandes ressources. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour définir une revue? Alors peut-être plus que ça, vous allez le dire, hein. Peut-être que ma définition est trop fruste. Mais ça commence, je vois des collègues, y compris en droit privé récemment, notre collègue Mathias Latina, qui disent voilà, nous allons maintenant être comité scientifique ou curateur d'une collection sur HAL, dans laquelle on va déposer directement les articles qui auront été validés par un ensemble de spécialistes de la matière. Et puis ça vaudra bien certaines revues. J'ai l'expérience personnelle, et j'aurai la pudeur de ne citer personne, mais de propositions d'articles que j'ai formulées, dont j'ai été heureux de découvrir qu'elles avaient été acceptées dans les 6 minutes qui avaient suivi mon envoi, parce que le thème était sympa, etc. Donc j'avais répondu au rédacteur en chef, merci de me dire que vous êtes optimiste sur l'acceptation de mon article par le comité scientifique, mais il m'a répondu, mais non, mais le comité scientifique c'est moi, et je vous ai dit oui. Donc ça, c'était le deuxième mail à H plus 10 minutes. Visiblement, mon article n'avait pas encore été parcouru avec une grande attention, mais il était déjà accepté, ça m'a fait grand plaisir. Finalement, entre ça, une revue commerciale qui a pignon sur rue, et le mécanisme que je décris avec 10 universitaires d'une discipline qui accepteraient ou pas des papiers avec de l'anonymat, scientifiquement, est-ce qu'on y perd? J'en suis pas certain. Donc, est-ce que cet horizon nouveau est intéressant? Et c'est l'occasion de vous redonner la parole, Jean-Luc Ochandino, pour nous parler de ces revues d'un autre genre. Oui, donc moi je suis conservateur des bibliothèques à l'Université Lyon 3 et on a développé, alors en fait moi je m'occupe de soutien à la recherche au sein de la bibliothèque depuis 2013 et j'ai géré pendant un certain nombre d'années l'archive, le portail HAL Lyon 3 voilà, donc le taux de dépôt à l'Université Lyon 3 dans HAL du texte intégral est très mauvais. Et je confirme que c'est en grande partie dû à la faculté de droit qui est particulièrement pas un bon élève dans le dépôt. Donc voilà. Et c'est vrai que l'acculturation qu'on essaie de faire, parce qu'on fait beaucoup de formations, on a des ateliers pratiquement hebdomadaires, etc. On a quand même un certain nombre de disciplines comme l'histoire qui étaient relativement réticentes et qui maintenant s'y sont quand même pas mal mis. Chez les juristes, ça va quand même beaucoup plus lentement, il faut le dire. Alors, à partir de 2006, nous, on a essayé de trouver des alternatives justement pour mettre à disposition des articles en juridique à disposition. Et on est parti sur la piste de création de revues, pas de création, puisque c'était des revues qui en grande partie existaient, hein, mais de soutien à des revues juridiques en open access. Donc on a développé une plateforme de revues qui s'appelle Prairial. On a maintenant 15 revues, alors pas seulement juridiques, hein, mais on a des revues juridiques. Et on se définit comme pépinière de revues, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'accompagner des revues pour se professionnaliser, parce qu'il y a quand même un gros travail éditorial qui est autour des revues. Hein, donc, effectivement, il y a tout le travail scientifique, il y a un travail éditorial. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'aider des revues à se professionnaliser, en particulier sur les questions éditoriales, pour ensuite les aider à candidater sur la plateforme Open Edition. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. C'est une plateforme de diffusion de revues en sciences humaines et sociales, qui maintenant diffuse à peu près 570 revues de toutes disciplines en SHS, et qui a 2-3 revues de droit, et encore ce sont des revues un peu marginales qui sont sur... Non mais marginales, pas au sens... marginales dans le sens où c'est souvent pas des revues complètement juridiques, c'est entre juridique et sociologie, juridique et histoire, etc. Ce ne sont pas des revues de doctrine, à peut-être à une exception près, mais voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, la présence du droit dans Open Edition est extrêmement limitée. Donc, nous, on a accompagné des revues d'abord de Lyon 3 et pas seulement. En particulier, une revue, la première revue qu'on a accueillie, c'est les cahiers Jean Moulin, donc, qui était une revue qui venait de se créer, une revue d'histoire du droit. Et ensuite, on a accueilli d'autres revues qui sont des revues de jurisprudence. Et on est en train de monter un partenariat avec la BU CUJAS
pour accompagner des revues juridiques et développer une offre de revues juridiques en open access. Hein, donc, il n'y a pas de barrière mobile, les articles sont accessibles immédiatement et on offre des services qui sont gratuits aux revues pour essayer de se développer. Actuellement, on a 2 revues qui ont candidaté sur Open Edition, qui sont les Cahiers Jean Moulin et Clio Thémis, donc 2 revues d'histoire du droit qui viennent d'être acceptées et qui sont en train de migrer vers Open Edition. Donc l'objectif, c'est de continuer à faire ce soutien. Alors cette réflexion, elle venait aussi de jeunes chercheurs qui nous disaient, et pour certains qui sont en train qui ont des projets de revues juridiques, et qui nous disaient justement qu'ils étaient vraiment en difficulté par rapport au fait que leurs articles soient totalement en accès fermé. Hein, et pour des jeunes chercheurs qui veulent que leurs articles soient visibles à l'échelle non seulement française mais internationale, c'est un vrai frein à leur carrière, à la visibilité de leur production, etc. Donc, alors nous, les revues qu'on développe ne sont pas des revues qui ont pignon sur rue, etc. Mais je pense qu'il est important de développer une offre en open access, ne serait-ce que pour faire pression auprès des éditeurs pour que la situation évolue dans ce domaine. Hein, parce que c'est un vrai... parce que l'open access, c'est pas seulement... Il y a de nombreuses dimensions sur l'open access, mais il y a aussi une dimension citoyenne qui est très importante. Hein, et je pense que là, on a vraiment des choses... on a du chemin à parcourir dans le domaine juridique. Merci beaucoup. Et je vais redonner la parole à Véronique Champelli-Desplat pour qu'elle nous fasse part de son expérience en tant que directrice d'une revue ouverte. En train de vérifier si Jus Politicum était sur Open Edition, mais ils ne le sont pas non plus. Donc voilà, nous on est sur Open Edition, donc on est une revue, peut-être c'est la seule revue juridique alors. Donc peut-être rapidement pourquoi on a fait ce choix et là aussi quelles sont les difficultés éventuelles auxquelles on s'est heurté. En fait, le choix, ça a été de faire, donc c'est une revue qui s'appelle la Revue des droits de l'homme, qui a donc un comité scientifique. On fait de l'évaluation en double aveugle, avec des allers-retours au bout d'un moment entre l'auteur et puis les rapporteurs pour finaliser quand c'est nécessaire en fait. Donc on est passé, on a voulu faire une forme électronique au départ parce qu'on voulait continuer la diffusion de newsletters. On voulait donner une forme un petit peu plus accessible sur Internet. C'était ça il y a à peu près une quinzaine d'années en fait. Et ensuite, comme au début on était sur WordPress et on s'est dit qu'on allait institutionnaliser la chose et c'est au moment où en fait là encore à Nanterre il y avait un partenariat entre nos presses universitaires et Open Edition et donc là encore un service de soutien pour montrer quand même l'importance de la volonté politique institutionnelle au sein de la direction de la recherche qui nous a aidé à monter le dossier pour Open Access. Donc je dis ça pour tous ceux qui feront parce qu'il y a un dossier à monter avec il faut faire preuve de 2 ou 3 numéros par avant. Donc il y a un petit dossier à monter. Et ensuite, Open Access, c'est bien donne ou pas son aval. La première réticence qu'on a eue, alors ça peut paraître paradoxal par rapport à tout ce qui a été dit, c'est en fait c'était les jeunes docteurs qui avaient peur que à l'époque le support électronique soit moins reconnu que le support papier. Mais ça a mis encore presque 10 ans à rentrer dans les mœurs et je pense qu'ensuite ça sera une transition pour Loïc Grard sur l'évaluation, en tout cas dans notre section. Mais voilà, la peur de la moindre valorisation du support numérique était quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger, qui est en train de s'estomper. Pourquoi aussi, on a fait, vous avez parlé de citoyenneté, oui, on avait aussi une volonté citoyenne de mettre à la connaissance du plus large public possible ce qu'on faisait, et notamment, alors il y a une chose qui s'est révélée, c'est l'énorme impact de la revue dans les pays francophones, et notamment dans les États africains qui n'ont pas beaucoup d'accès pour des raisons d'argent, notamment aux revues classiques, pour des raisons de rémunération.
Et on a beaucoup, on sait, parce que vous savez, il y a des mouchards. Donc on sait les provenances des lecteurs, quoi. Donc voilà, voilà, ça fait 10 ans, on fête nos 10 ans cette année. On peut dire que ça a bien fonctionné et qu'il y a une reconnaissance, mais ça je laisserai parler peut-être mes collègues, en tout cas une reconnaissance de la revue qui passe par le nombre de propositions qu'on a pour la publication. Puisque vous avez fait la transition directement, alors ajoutez-la, puis ensuite Loïc Grard, je vous propose d'immédiatement... oui, il y a une chose aussi, ça c'est aussi à destination des éditeurs qui sont peut-être dans le public, c'est que on a fait un accord justement avec la question du papier. On a fait un accord avec notamment les éditions de la Fondation à l'époque Varenne pour pouvoir faire paraître en double support les papiers. Donc on le fait de moins en moins, mais il y a quand même une régularité, mais on le fait de moins en moins, parfois en raison du coût, parce qu'on veut choisir aussi nos dossiers. Donc ça permet en fait de travailler en termes éditorial particulièrement sur la façon dont on peut transformer une édition électronique sur une édition papier avec un vrai travail d'édition différent avec le même contenu. Et là aussi, je pense que ça enrichit tout le monde en fait. Alors le prestige ça a été enrichit accroché au sens scientifique, bien sûr. Bien sûr, on n'en avait pas d'autre à l'esprit. Le prestige était accroché fut un temps au papier, mais les temps changent et peut-être que là-dessus, aussi bien Loïc Grard que Jean-Luc Ochiandiano, vous pouvez nous dire finalement ce qu'est aujourd'hui la visibilité et la réputation à l'ère numérique. Est-ce qu'on peut être considéré, bien noté, bien vu, bien perçu, avoir du rayonnement scientifique en publiant sous forme numérique, je le crois, mais je suis impatient de l'entendre. Avant de parler des temps qui changent, juste petite incise par rapport à ce qui vient d'être exprimé. L'open édition de revue, il y a quelque chose d'important qui s'affiche là, qui s'annonce. Il y a des disciplines juridiques de niche que les éditeurs ne prennent pas en considération parce que ça ne rapporte pas. Je le sais, j'en suis une victime, puisque ma revue Droit des transports a été liquidée par LexisNexis du jour au lendemain, faute de lecteurs. Bon. Pourtant, c'était une bonne revue, je l'aimais bien. Nous songeons à la faire renaître par l'Open Edition, la même équipe. Et puis, nous aurons nos lecteurs, j'en suis convaincu. Donc, je crois que pour les disciplines de niche, il y a une vraie aubaine avec l'Open Edition. Et là aussi, il faut communiquer, il faut faire œuvre de pédagogie, utiliser des mots simples, parce que parfois, rien que les mots effraient un petit peu. Ça me paraît très important. Alors, je reviens maintenant sur cette thématique sur laquelle nous nous acheminons. Les barrières tombent. Il y avait un fantasme, ou une légende, ou une rumeur, je ne sais pas comment je dois dire ça, parmi nos jeunes. Si je ne publie pas dans la bonne revue qu'a pignon sur rue, au CNU, on ne lira pas mes travaux pour ma qualification pour devenir maître de conférence. Ce temps est révolu. Je le dis clairement. Je l'affirme. Et c'est enregistré, on pourra le passer en boucle. Voilà. Bon. Aujourd'hui, le CNU, c'est l'entrée dans la carrière pour des jeunes qui ont une petite trentaine d'années, qui vont devenir maîtres de conférence. Ils ont fait une thèse sur laquelle ils ont travaillé 5 ans, 6 ans parfois. Longuement, durement. Et l'exigence pour devenir maître de conférence, c'est, outre la thèse, 2 travaux. 2 travaux qui doivent montrer une aptitude à faire décoller la recherche au-delà même de ce que la thèse a donné. Tout simplement. C'est ça qu'on vérifie. On ne vérifie pas si c'est telle revue qu'a pignon sur rue ou on regarde la qualité du travail. Évidemment, bien plus que le support. Alors, il y a des supports numériques aujourd'hui. Alors, on n'a pas de ranking dans le CNU, mais j'observe qu'il y a des supports numériques et je reviens sur la revue des droits de l'homme, très appréciée et bien devant beaucoup de supports papier, désormais. Donc, les cartes sont réellement rebattues. Et il faut vraiment abandonner cette idée fausse suivant laquelle la publication numérique, évidemment, comme l'a dit Véronique,
double évaluation à double aveugle, ça c'est un gage quand même de qualité. C'est une présomption simple. Simple. On est bien d'accord. Bon. Mais c'est quand même une bonne présomption. Et si les revues numériques sont construites avec ce professionnalisme, eh bien, quelqu'un de professionnel qui publie dans une revue professionnelle numérique, il n'y a aucun problème. Et j'irai plus loin. Même une revue un peu exotique, numérique, sur lequel il y a un papier qui a de la valeur, eh bien, il sera reconnu comme tel. Et peut-être même on conseillera de le mettre sur HAL pour qu'il soit mieux relayé encore, parce que c'est un papier de très grand intérêt. Voilà. Donc, du point de vue du CNU, soyez tranquilles, les choses ont évolué. Et au-delà, si je puis me permettre, sans être trop long, je vous rappelle que le CNU a une autre mission, c'est la procédure d'avancement des enseignants-chercheurs. Bon, mais là c'est pareil, on évalue l'activité scientifique de nos collègues pour faire progresser leur carrière. Cette activité scientifique, si elle passe par le numérique, ça ne va nullement les pénaliser. Nullement. Même punition, même motif. Et puis, dernière chose, les archives ouvertes. Je publie, je dépose dans les archives ouvertes. Est-ce que le CNU peut jouer un rôle incitatif? Parce que j'ai bien vu qu'il y avait un petit appel du pied sur ce point. Il ne va pas échapper. Oui, je le crois, mais pas coercitif, incitatif. C'est-à-dire qu'on peut subliminalement, ou un peu moins subliminalement, faire passer le message que sur une procédure d'avancement, quand il apparaît qu'il y a eu un effort accompli pour partager ce qui a été fait sur des archives ouvertes, ça sera bien vu. Ce ne sera pas déterminant, mais ça ne sera pas un moins, ça sera un plus. Donc, par cette méthode, je dirais des petits pas relativement douces, je pense que là, le CNU, en effet, peut jouer un rôle. Et puis, dernière chose peut-être, et là peut-être que je fais de la science-fiction, là Véronique, tu m'arrêteras si je vais trop loin dans la science-fiction juridique du CNU, il faut voir que sur les procédures d'avancement, nous butons sur une difficulté. Sans vous emmener dans la tambouille du CNU, les procédures d'avancement se font sur des notices d'avancement, où les collègues disent j'ai fait ça dans telle revue, j'ai fait ça dans telle revue, j'ai fait ça dans telle revue. Nous, on ne va pas courir après les revues aux quatre coins de... Si tout est en archive ouverte, en 3 clics, on a résolu notre problème. Je ne vais pas aller trop loin là. Bon, mais voyez, donc c'est pour ça que il peut y avoir des synergies virtueuses entre l'archive ouverte et les évaluations du CNU. Donc là-dessus, et peut-être même que les juristes pourraient se montrer assez exemplaires par rapport aux autres sections CNU sur ce point. Oui, alors moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, effectivement. Hein. Je pense que, comme vous le disiez, c'est la qualité des procédures mises en place par la revue pour évaluer les articles qui fait la qualité de la revue, hein, et qui va effectivement permettre d'attirer des chercheurs de qualité, des recherches de qualité, qui va permettre de donner de la qualité à la revue. Après, il n'y a pas de différence. Voilà, il n'y a pas de petites revues et de grandes revues. Il y a des revues qui mettent en place des procédures de qualité et qui essaient d'attirer des auteurs. Donc voilà, de ce côté-là, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je voudrais quand même dire une chose par rapport aux revues, c'est qu'on a parlé du plan S, voilà, de ce plan mystérieux, etc. Le plan S, c'est quand même l'ensemble pratiquement l'ensemble des organismes de financement de la recherche à l'échelle européenne qui sont derrière, hein, et en fait qui disent que les recherches qui vont être financées à la fois à l'échelle européenne mais aussi par des organismes du type ANR, hein, devront à l'avenir, hein, publier leurs articles directement, hein, c'est pas avec une barrière mobile d'1 an, hein, c'est directement en open access. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir un financement ANR, l'article devra être publié directement. Donc ça veut dire que potentiellement, ça veut dire on ne publie plus chez Dalloz, on ne publie plus chez LexisNexis, etc. Hein, si on est... Donc là, ou alors, il faut déposer immédiatement son article
son article dans une archive ouverte du type HAL, mais sans barrière mobile d'un an. Donc là, c'est une incitation très forte. Hein. Là, c'est un choix politique à l'échelle européenne de pousser de manière à ce que les publications en open access se fassent, à ce qu'il y ait un développement de l'open access. Donc, il faut quand même prendre en compte ce phénomène qui est en train de se développer à l'échelle européenne et qui va être quand même, qui va avoir un impact fort sur toutes les disciplines de SHS. Hein. Merci beaucoup. Et avant de clore cette table ronde avec Monsieur Jean Gano sur quelques considérations comparatistes, simplement me faire l'écho de ce que Madame Bola n'a pas pu nous dire puisqu'elle devait être avec nous en visioconférence et qu'un incident technique l'en a empêché, mais elle tenait à souligner que pour des praticiens du droit, on n'a pas nécessairement accès à toutes les revues. C'est vrai que les chercheurs qui, eux, ont accès à l'ensemble des bases de données via leur université ont tendance à se dire que si on veut les lire, on y arrivera toujours. La réalité de beaucoup de juristes d'entreprise, de cabinets d'avocats, c'est qu'ils ont accès à une grande base de données et pas aux autres. Et donc, si vous n'êtes pas sur la bonne, ils ne vous trouveront pas. La vérité, c'est que les autres disciplines qui pourraient avoir un intérêt à vous lire, je pense au droit du numérique, je suis parfois lu par des informaticiens, ils ne sont pas abonnés à Dalloz ni à LexisNexis. Si vous voulez être lu par des personnes de la société civile qui ne sont pas étudiants, qui ne sont pas chercheurs, qui ne sont pas juristes, mais que la question intéresse, vous écrivez un article sur les fake news, ils ont envie de le lire. Bon, ils ne vous trouveront que si vous êtes en accès ouvert. Je pense aux collègues étrangers, je pense à toutes ces personnes qui représentent en réalité 10 fois, 20 fois, 100 fois l'effectif de nos collègues chercheurs, qui n'attendent que de nous lire et qui ne peuvent nous lire que de cette façon. Je pense que c'est important de le rappeler. Et pour clore ce panel, je donne la parole donc à Monsieur Jean Gano pour quelques éléments de droit comparé et interdisciplinaire. Et pour ne pas reprendre la parole ensuite, je remercie très chaleureusement les membres du panel pour la discussion de très grande qualité qu'ils nous ont offert. Merci beaucoup. Je me présente très très rapidement. J'anime à Open Law le groupe de travail. Enfin, je coordonne. Hein, pas moi qui je ne le dirige pas. Il n'y a pas de direction, mais je coordonne le groupe de travail avec Lucie Steinhorn, ici présente, le groupe de travail Open Doctrine, qui donc est consacré à l'ouverture des données juridiques scientifiques. Et c'est ce groupe qui a mis au point le prix Open Thèse, notamment. Et d'ailleurs, j'ajoute que nous mettrons bientôt en ligne, on a rassemblé un certain nombre de témoignages de lauréats ou de gens qui ont participé à ce groupe, à ce prix, et notamment pour mentionner que le fait d'avoir eu ce prix, d'avoir mis leur thèse en accès libre, ne les a pas condamnés à la damnation éternelle et à ne pas à faire carrière. Et bref, ils sont toujours vivants et voire même, ils mènent une bonne carrière universitaire. Et clairement, ça les a plutôt aidés, surtout d'abord à trouver des lecteurs. Voilà. Et c'était l'élément positif. Pour l'étranger, eh ben, écoutez, c'est très variable. Il y a des pays dans lesquels, par exemple, il y a une incitation pour les chercheurs à mettre leurs travaux en accès libre. Il y a même des pays, par exemple, je pense à l'Autriche, où il y a une obligation qui remonte à loin, hein, pour des chercheurs ou des professeurs à partager un petit nombre de travaux tous les ans pour que non seulement les étudiants puissent y avoir accès, mais même les autres professions du droit. En Allemagne, il y a un process qui vise de toute façon à faire en sorte que l'accès à la doctrine soit le plus facile possible. Alors, ce n'est pas un open access, mais c'est un accès à très bas prix, et notamment pour les étudiants, voire même pour les professions du droit. Bon. Alors, l'Union européenne, maintenant, applique une règle extrêmement stricte. Elle finance des travaux. Et elle finance des travaux. Les travaux doivent être mis dans en accès libre, dans un délai relativement rapide. Si les travaux ne sont pas mis en accès libre, le financement s'interrompt. C'est aussi simple que ça. Voilà. Là, si vous voulez, c'est... Et avant, il y avait des tractations. Maintenant, il n'y en a pratiquement plus. C'est-à-dire, la règle est connue. Vous le faites, c'est bien. Vous ne le faites pas, quick. Et c'est vous qui devez reprendre contact et donner la preuve que vous avez mis le travail en accès libre pour pouvoir voir revenir les financements. En Belgique, en Wallonie, la mise à disposition des travaux est devenue obligatoire.
non sans, c'est pas forcément respecté, mais en tout cas, c'est la règle posée. Ça, on reste en Europe. Maintenant, traversons l'Atlantique. L'Atlantique vit sur un principe complètement différent qui fait que la communication ouverte des publications fait partie de la promotion des universités. Et donc, par exemple, il y a 55 000 à 70 000 articles de doctrine juridique à l'américaine, 40 à 80 pages, pleines de notes de bas de page, double comité de lecture à l'aveugle. Enfin, c'est pas des petits articles rigolos, c'est des vrais articles de fond, publiés dans des revues aussi sans intérêt que la Harvard Law Review, Yale Law Review, Berkeley Review, etc. C'est-à-dire pratiquement les 15 principales revues universitaires américaines. Tous ces articles sont en accès libre, avec un site qui est la propriété du plus grand éditeur mondial scientifique, Reed Elsevier. Vous voyez, en gros, quand on vient dire le monde de l'édition n'a pas envie, si, il se trouve dans un contexte socio-économique dans lequel c'est rentable pour lui, il le fait. Et il le fait sans problème. Parce que là, en gros, c'est simple. Quel est le but? Récupérer plus d'étudiants. Et en plus, il y a des systèmes éventuellement de soutien de l'organisation des universités pour financer cette mise en ligne libre, etc. Compenser les pertes éventuelles des éditeurs. Au Canada, c'est carrément organisé de façon à ce que le maximum de revues universitaires, avec collaboration des États canadiens, c'est-à-dire de chaque État du Canada, financent la mise en accès libre d'un certain nombre d'articles de doctrine, voire l'interconnexion des articles de doctrine des revues universitaires avec la jurisprudence elle-même mise en accès libre, avec le soutien des barreaux canadiens et des barreaux du Canada et d'une organisation, c'est une SS2I qui met ça en ligne, qui est cofinancée par le gouvernement canadien et toutes les provinces. Mais sur un mode de fonctionnement différent. Carrément à creuser l'exemple du Mexique, où là, la diffusion du droit, c'est l'Université de Mexico. Y compris l'équivalent de notre Légifrance. Voilà. Donc, vous voyez, c'est de dire, mais dans le monde, massivement, ce qui est régi, c'est la vente de doctrine, ben, c'est pas sûr. C'est pas du tout certain. Voilà. Après, il y a une question, je conclurai là-dessus, sur lequel insiste fortement l'un des membres du jury du prix Open Thèse, à savoir Philippe Dupichot, assez connu, notamment directeur du collège de droit de l'Université de Paris 1 et grand spécialiste du droit des sûretés. Il explique de toute façon la mise en accès libre de la doctrine, c'est du soft power. C'est-à-dire que plus vous avez de doctrine américaine en accès libre, plus quand vous négociez un contrat international, on a tendance à vous dire, bon, on va prendre la doctrine de l'État du Delaware parce qu'elle est quand même vachement plus facilement accessible, parce que j'ai trouvé 40 articles qui disent qu'elle fonctionne vachement bien. Quand vous êtes dans une négociation internationale, parlez-en à des gens qui font des contrats internationaux, c'est un peu compliqué de venir dire, ah oui, mais moi j'ai de super articles dont je peux vous envoyer les normes, alors les PDF, puis c'est un peu lourd, etc. Quoi, vous n'avez pas des liens? Ben non, parce qu'elles ne sont pas en accès libre. Et là, si vous voulez, vous avez un petit problème de crédibilité, là, assez rapidement. Voilà. Alors, s'ajoute à ça, mais alors là, ce n'est pas le sujet. Un autre sujet, c'est qu'une fois sur deux, les articles ne sont pas traduits en anglais, donc déjà, ça pose un autre problème, mais qui n'est pas sans conséquence. Voilà. Mais là, bon, c'est un autre sujet. Mais autant vous dire que, vous voyez, cette histoire du libre accès, c'est quasiment un problème économique, voire de stratégie nationale. C'est bien ce qui t'est dit sur la lutte contre les fake news. C'est aussi une manière de promouvoir la compétence juridique française. Merci à tous. Merci beaucoup.